Bonjour, bienvenue dans l'atelier librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je poursuis ma déambulation dans les limbes avec l'auteur Pierre de Coulevin. Et je vous entretiens de ce livre-ci, mais je n'ai pas trouvé, en fait, peut-être mes recherches m'ont tellement conduit sur toutes sortes de chemins que je n'ai pas trouvé un résumé de cette histoire-là. Mais je vais pouvoir quand même vous parler d'elle et de ce qu'on en a dit. Alors, Pierre de Coulevin, de son vrai nom, Jeanne Philomène Laperche, née en 1853 et décédée en 1927 à Lausanne. Alors, elle a commencé à écrire en 1898 sous le pseudonyme d'Hélène Favre de Coulevin. Et son premier roman s'appelait, dis-je, Noblesse américaine. Alors, elle y décrit les mœurs des Américaines qu'elle juge dépravées, sensuelles, mégères, détestables en un mot. Et pour cet ouvrage-là, elle a reçu le prix Jean-Baptiste Auget de Montillon. C'est un prix qui est décerné par l'Académie française. Alors, un petit mot sur ce Jean-Baptiste Auget de Montillon. Alors, notre homme a fondé trois prix. Un prix de vertu, un prix de littérature et un prix scientifique. Balzac a souvent été mentionné dans la première catégorie. Mais ce prix-là, le prix de vertu, a été jugé sévèrement par Baudelaire, Rémy de Gourmont et Octave Mirbeau. Alors, qui était le Jean-Baptiste Auget de Montillon? Eh bien, c'est un philanthrope et économiste français, né en 1733 et mort en 1820. Alors, une fortune colossale. Il a émigré, le malin, au début de la Révolution française. Il est revenu en 1814, après la Restauration. Et en 1819, donc un an avant sa mort, il fonde le prix de vertu, qui est encore aujourd'hui décerné. Et, semble-t-il, la somme y est ridicule. Et à chaque année, un auteur de l'Académie française doit faire l'éloge. Alors, c'est faire l'éloge non pas d'auteur, mais faire le point sur les mœurs actuelles. Alors, ceux qui ont été sommés de se livrer à cet exercice-là, eh bien, on y retrouve Guizot, Tocqueville, Monnier, Guiton, Mauriac, Valéry et Éric Orsena. Revenons-en à notre Jeanne Philomène Laperche. Elle a écrit en tout et partout 7-8 livres. Et après le décès de son mari, elle a mené une vie libre, une vie errante, une vie un peu déconnectée du réel. Elle a écrit une autobiographie, parce qu'en fait, semble-t-il, tous ses romans sont autobiographiques. Enfin, on a du mal à faire la part de ce qui est fictionnel et ce qui est autobiographique. Et, et dans un des récits, sur la branche, elle raconte qu'elle va d'hôtel en hôtel et qu'elle se laisse porter en quelque sorte par la vie et elle montre de l'intérêt pour la théosophie ainsi que ainsi par le bouddhisme. Alors, on pourrait y voir une sorte de figure d'avant-garde sur la simplicité volontaire, euh, le vivre le moment présent, ce présentisme, hein, cette manière d'envisager en fait, le présent qui devient un présent de plus en plus compact, de plus en plus euh, envahissant et qui en fait est notre seul horizon. Notre futur est inquiétant, notre passé est illisible
et on n'a que le présent devant nous qui nous aveugle. Alors, elle, je pense qu'elle devait, en fait, elle devait énormément souffrir. D'ailleurs, elle a connu à la fin de sa vie, oui, à la fin de sa vie, son fils unique, et René, a été tué pendant la guerre 14-18. Et après ça, elle n'a plus jamais écrit. Là, en fait, elle a écrit qu'un seul livre, un conte pour enfants. Alors, j'aimerais bien, là, celui que je vous montre ici, c'est l'île inconnue. J'aurais bien aimé avoir à ma possession sur la branche pour pouvoir vous en lire un passage, mais on devra se contenter de celui-ci. Alors, l'île inconnue a été publiée en 1906 chez Kalman Levy. Et les recherches que j'ai faites, c'est ça qui est merveilleux avec l'Internet, hein, c'est qu'on peut bondir d'une branche à l'autre, littéralement. On peut aller d'un sujet à l'autre. Évidemment, il s'agit de prendre le temps d'assimiler, de réfléchir aux nouvelles données qu'on vient de découvrir. Et, et on s'aperçoit en fait que ça n'a pas de fin. Mais cette question-là du présentisme, j'y reviendrai. J'y reviendrai parce que ça obstrue les esprits, ça nous bloque la route. Et donc, ce que j'ai trouvé, en fait, c'est une mise à l'index du célèbre ouvrage de l'abbé Bethléem. Et l'abbé Bethléem a écrit un livre qui qui a écrit un immense succès, en fait, qui a écrit, attendez, on va voir mes petites notes. Il a écrit un essai de classification au point de vue moral des principaux romans et romanciers. Alors là-dedans, il a analysé 50 000 titres et 1500 auteurs. Ça a été un immense best-seller destiné aux familles catholiques afin d'offrir aux lettrés des lectures qui ne soient pas compromettantes, qui ne nous détournent pas, dis-je, de la sainte doctrine. Alors là-dedans, on y retrouve dans les auteurs qui sont mis à l'index par notre vaillant abbé, on y retrouve Georges Sand, qualifié de communiste. On y retrouve Zola, qui est dont la prose est qualifiée de rhétorique d'égout. Et on y retrouve aussi Freud. Et il a pu également mentionner les premières œuvres de Yourcenar, de Malraux, entre autres choses. Mais ces deux têtes de Turcs sont le journal de Méquet, hein, et André Gide. Pendant 40 ans, il a à la fois traqué Méquet-Mas et André Gide. Et Jean-Yves Mollier lui a consacré une étude, une biographie, parue chez Fayard en 2014, qui s'appelle « La mise au pas des écrivains, l'impossible mission de l'abbé Bethléem ». Alors, on y retrouve là-dedans que notre homme, hein, l'abbé Bethléem, a été plusieurs fois arrêté car il débarquait dans des kiosques, dans les rues de Paris, et il détruisait des magazines qu'il jugeait évidemment séditieux et contraires aux bonnes mœurs. Il a été souvent arrêté, et le surréaliste Robert Desnos, pour offrir une contre-attaque à cela, a lui de son côté détruit sur la place publique des statues saintes. Alors voilà comment le religieux s'articule, et aujourd'hui nous sommes encore dans le religieux. Un religieux autre, ceux qui nous disent c'est la fin, c'est pas la fin du religieux, c'est que le religieux permute, il prend toutes sortes de formes, il apparaît partout, et toujours sous une forme de censure. Hein? On veut faire taire l'autre, on veut empêcher l'autre d'être ce qu'il est.
Alors, il y a quelque chose là-dedans, en tout cas, j'y reviendrai, à la fois le présentisme, à la fois le religieux autre, j'y reviendrai. Alors donc, mais notre homme hein, a connu une victoire posthume, car en 1949, le 16 juillet 1949, si vous ouvrez des anciens Astérix ou des anciens Tintin ou des anciens Lucky Luke, vous pouvez le voir derrière la page de garde, derrière l'année de publication et l'endroit où ça a été publié, que cet ouvrage-là est conforme à la législation du 16 juillet 1949, qui est pour la protection destinée à la publication de la jeunesse. Et le premier à avoir fait les frais, si je puis dire, de cette loi-là, votée en 49, c'est Lucky Luke, qui a été, dont les dessinateurs et le scénariste, Goscinny, ont été, le dessinateur Maurice, ont été sommés de cacher, de faire disparaître les guns de Lucky Luke. Alors Lucky Luke, il a toujours ses pistolets, il a toujours ses pistolets engoncés dans ses étuis. Alors, observez bien, c'est rare. Ben, en fait, je me rappelle pas, en fait, mes Lucky Luke, mais ma culture Lucky Lukienne, elle est loin. Mais je ne me rappelle pas qu'on ait pu voir Lucky Luke brandir son pistolet. Alors, et semble-t-il, Lucky Luke a fait les frais de cette première application, de cette législation. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien voilà, cette, cette Jeanne Philomène Laperche m'a entraîné bien loin. Je suis curieux, j'aimerais en savoir davantage sur elle. Elle est aujourd'hui complètement oubliée, mais peut-être à tort. Je vais me livrer un petit prélèvement et, et voilà. Oh, elle parle des Américains aussi. Et qu'est-ce qui se passe en Angleterre? Ben voilà. Alors, l'invasion américaine me semble une bien jolie illustration de ce mouvement de la navette que je discerne en tout. Vers le 17e siècle, la Providence, ayant jugé la fourmilière anglaise trop encombrée, poussa au dehors des essaims d'individus et les dirigea sur l'Amérique. Là, ils s'organisèrent de nouveau en société, mais avec des lois plus larges. Ils tracèrent des routes, construisirent des ponts, bâtirent des cités sur des plans un peu différents de ceux des cités mères. Grâce à une activité non entravée, à la fertilité d'un sol vierge, ils amassèrent rapidement des richesses énormes. L'étoile de la liberté avait attiré les pères vers le nouveau monde, l'étoile des grandeurs. Le prestige des traditions ramenèrent les descendants vers le vieux monde. Le mouvement initial fut donné par les femmes. Bon nombre d'entre elles partirent avec le dessein arrêté de conquérir les distinctions que leur pays démocratique ne pouvait leur offrir. Elles arrivèrent avec des armes puissantes, avec la jeunesse, la beauté, l'argent. Les portes vermoulues de la société ne résistèrent pas longtemps à l'assaut qu'elles leur livrèrent. Une fois dans la place, elles n'en sortirent plus. Elles épousèrent les maîtres des grands alvéoles dénudés, les remplirent de graines, et en retour, elles obtinrent les titres, les couronnes, les hochets de leurs rêves. Les arrière-petits-fils et les petits-fils de ceux qui avaient traversé l'océan, à l'avant des voiliers, et plus tard dans l'entrepont des paquebots, partirent pour l'île-mère sur des yachts princiers, et ils y arrivèrent, rois de l'argent, de l'acier, du pétrole, millionnaires et milliardaires. Le contraste entre cet aller-retour me paraît merveilleux. Mother England ne le considère pas avec la même philosophie. Elle souffre de voir des Américains occuper les vieilles demeures, porter les noms historiques qui auraient dû être l'apanage de ses propres filles. Elle leur en veut de détruire l'intégrité de sa race, la pureté de sa langue. Elle les rend responsables de la vulgarité qui afflige ses yeux et ses oreilles. Elle est humiliée surtout de voir des Yankees acheter le marché de sa cité et tenir en échec sa puissance commerciale. Elle garde une rancœur, une rancune profonde à ces États qui, sortis d'elle, ont secoué son joug.
Lorsqu'on voit ensemble anglaise et américaine, on est surpris du changement que la transplantation et les croisements peuvent produire dans un même temps assez court chez les individus d'une même race. Ces demi-sœurs anglo-saxonnes ne s'aiment guère et elles se comprennent encore moins. L'aînée, inconsciemment peut-être, envie à la cadette son chic, sa beauté brillante, la finesse de ses extrémités, son indépendance, ses dollars surtout. La cadette envie à l'aînée sa distinction, ses parchemins, ses traditions. L'anglaise affirme que l'américaine est une surface, une âme vide. L'américaine se moque des préjugés de l'anglaise, de sa soumission conjugale, de son goût, de ses affectations. Le ton tranchant, la brusquerie de l'américaine irrite l'anglaise. Sa voix nasale lui donne littéralement la chair de poule. L'une d'elles, relevant sa manche, m'a montré un jour sa peau toute pointillée, que les vibrations de son accent particulier, malgré cette curieuse antipathie, elles sont destinées à avoir les unes sur les autres une action considérable. Et bien là, voilà, ça se poursuit comme ça. En fait, ça ressemble à un journal. Mais je vais conclure en vous disant simplement, parce que j'ai évoqué ici l'abbé Bethléem, sans vous mentionner que notre auteur, eh bien, se trouvait dans son index. Il la juge professant des valeurs anti-catholiques. Alors, l'abbé Bethléem nous invite à ne pas lire, euh, nous invite à ne pas lire Noblesse américaine, n'est-ce pas? Même si le portrait qu'en fait euh, Pierre de Coulevin, alias de son vrai nom, La Perche, eh bien, est un portrait peu amène. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Vous connaissez la suite. Je vous invite à vous abonner aux vidéos, à la chaîne YouTube de mon épouse, Fabienne Roch. Et je vous invite également à vous abonner à la mienne. Mais surtout, 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 je vous convie à venir visiter l'atelier de Fabienne et, euh, et à venir me rendre visite également dans la librairie Le Livre Voyageur, située au 2319 rue Bélanger à Montréal. Et vous pouvez également nous téléphoner dans le 514-736-0999. Aujourd'hui, je pense qu'il annonce 35 degrés Celsius. De mémoire d'homme, je n'ai jamais vu une telle température. Le présentisme actuel, il est caniculaire et on a tous l'impression que nous vivons, je pense, sur du temps emprunté. Oui, par les temps qui courent, les optimistes sont plutôt accablants. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Et à demain pour la suite de la collection Nelson. On en a encore pour une petite dizaine. Après, je fais relâche et je reviens avec cette chose-là incroyable. J'ai l'impression de redevenir en fait, j'ai l'impression de devenir l'écolier que je n'ai jamais été. Alors, je fais mes devoirs. Mais l'Internet, quelle prodigieuse invention pour le savoir. On peut bondir d'une branche à l'autre. Mais il faut quand même se donner la peine de réfléchir. Il faut lire des livres. Il faut lire des livres sérieux. Il faut faire les liens entre toutes ces choses-là. Et sans doute aussi également d'être capable de dégager les grandes lignes archétypales des figures qui, malgré le déroulement de l'histoire, réapparaissent, jouant les mêmes rôles, dans une pièce dont les variations, quoique infimes, sont significatives et fondamentales. Et c'est dans les petites différences, au fond, que se nichent les grands détails. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Bonne journée.